Donc voilà. Alors, un petit préambule. Bon, je vois que, enfin, Marina vient de le préciser, il y a parmi nous des étudiants en PNL. Je sais qu'il y a naturellement quelques grosses pointures en PNL, mais il y a aussi des étudiants, il y a aussi des gens de niveaux de formation divers. Donc voilà. Et peut-être des novices. Et du coup, on va quand même, au cours de cette présentation, nous référer à quelques outils de PNL, notamment les incontournables, comme les niveaux logiques de Bateson et Diels, l'index de conscience, le métamodèle, et puis les pétanogrammes. Ah oui, enfin, non, les métaprogrammes, de toute façon. On ne dit pas pétanogramme? Non. Ah. Non. En belge, on dit les métaprogrammes. Ah. Oui, parce que moi, je suis belge, mais Peggy est française. On ne peut pas voir que des qualités. Donc, rapidement, naturellement, les niveaux logiques, c'est le schéma que vous voyez ici. Je pense que ça fait sens pour chacune et chacun d'entre nous. L'index de conscience. Où on revoit donc les états internes en lien avec les comportements externes et les processus internes qui s'influencent simultanément. Et puis le métamodèle, métamodèle que je prends ici sous une phrase mnémotechnique. En communication, on doit toujours faire mieux. Ça m'énerve et tu le sais. Tu le sais, hein? Oui, oui, je sais que tu le sais. Quoi. OK, donc voilà. Et puis quelques métaprogrammes. Donc, on a choisi de vous rappeler ces métaprogrammes-ci parce qu'on va en faire référence dans notre présentation, de sorte à ce que vous puissiez donc vous repérer au cours de nos lectures de cas et de nos exemples. Donc, le système de représentation préférentielle, visuel, auditif ou kinesthésique. Aussi le triprimaire, donc le palio. L'orientation, soit autre ou simultanée. Les références, internes ou externes. Le métaprogramme match-mismatch. La directionnalité, aller vers ou s'éloigner d'eux. Et également la référence au temps. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, celui-là, on passe pour l'instant. Et donc, de quoi va-t-on parler? Alors, la crise, le terme crise a plusieurs significations et a plusieurs usages. Alors, bon, ça peut signifier le brusque accès d'un sentiment ou d'un état d'esprit, une crise de larmes, une crise de jalousie. Dans un usage familier, ça peut être l'enthousiasme soudain pour une action ou pour un mouvement d'ardeur. Il est pris d'une crise de rangement, ce dont nous avons tous été victimes lors de la période de confinement. On a tous fait du rangement, de la mise en ordre chez nous. Enfin, nous en Belgique, je ne sais pas chez vous en France. Ça peut être une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisée par un affaiblissement de la demande, la crise, et donc là, ça devient vraiment un terme spécifique qui représente des faillites et du chômage. Ça peut être la manifestation violente d'un état morbide, survenant en pleine santé, la crise de goutte, la crise d'appendicite, la crise d'épilepsie, la crise de colite néphrétique, etc. On ne va pas s'appesantir là-dedans. Et puis, une grave pénurie de quelque chose, la crise du logement. Et puis aussi, là-dedans, on peut se trouver aussi, par exemple, la crise migratoire. Bon, donc, il y a plusieurs usages du terme de crise. Donc, synthétiquement, nous avons défini ça comme un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, une période, une situation marquée par un trouble profond. Alors, Peggy, qu'est-ce que tu faisais en 1975? Dès lors, pas grand-chose. Je ne faisais pas encore partie de cet univers. Alors, en 1975, un groupe que j'adore, qui s'appelle Supertramp, que je suppose vous connaissez tous d'ailleurs, sortait un album intitulé Crisis, What Crisis? Et on était là encore et toujours dans une crise économique, déjà et toujours dans une crise économique. Crisis, What Crisis? Si vous regardez la pochette de cet album, ça illustre bien que la crise des uns n'est pas la crise des autres. Et on pourrait dire, n'est-ce pas, Mr. Trump?
Et que donc, encore une fois, on peut s'imaginer que c'est une question de carte et de territoire. Absolument, Michel. La crise, donc un moment très difficile dans la vie de quelqu'un ou d'un groupe. C'est alors qu'on peut se dire quand l'impensable devient réalité. Des croyances fondamentales sont remises en cause. Quand l'impensable devient réalité, c'est parfois tellement impensable que des signes avant-coureurs sont négligés. Et ça, après le déni, en tout cas ça fait le terreau du déni, et ce déni, il fait lui-même le terreau de la culpabilité. Opportunité, le deuxième terme, on verra après le terme transition. D'après le dictionnaire du Larousse, c'est le caractère de ce qui vient à propos, de ce qui est opportun, favorable, propice. Ça, c'est l'usage courant et unanimement admis. L'emploi au sens de circonstance opportune, qui est calqué de l'anglais, opportunity, hein, tu as vu mon accent anglais? Superbe, hein, je t'admire. Qui est profiter de l'opportunité, profiter d'une chance à saisir, c'est un signal pertinent. Attention, alors nous sommes bien conscients qu'il y a des personnes, des familles, des structures qui auraient bien du mal à s'imaginer qu'il y ait une opportunité dans la crise. Hein. Difficile de percevoir comme un signal pertinent ou encore une chance à saisir. Donc, nous sommes précautionneux à cet égard et allons parler de cas très sérieux, mais on n'omet pas qu'il y a aussi des personnes qui vivent très durement des crises et on ne cherche pas, par cette intervention, en tout cas à dire ou que c'est facile de traverser une période de crise ou que c'est accessible à tous en toutes circonstances. On peut penser ici à toute une série de familles, enfin à beaucoup de familles en grande difficulté qui ont vécu la période qu'on vient de vivre et puis qui en vivent d'autres aussi de manière très, très douloureuse. On peut aussi penser à ce qu'on nomme communément la crise migratoire, à ces gens, cette multitude de gens, ces milliers de personnes qui, au fil de leur périple, vont de crise en crise, n'est-ce pas? Bon, mais bon, ici, c'est pas vraiment notre propos. On va être d'une manière beaucoup plus, on va être plus contextualisé. Alors, une crise, c'est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme de souffrance, de contradiction ou d'incertitude, pouvant produire des explosions de violence ou de révolte. La crise, c'est une rupture d'équilibre. Et bon, en toute logique, toute rupture d'équilibre suppose, selon certaines conditions, une retrouvaille, une reprise de l'équilibre. Alors, quand l'impensable devient réalité, on va d'abord vous proposer un premier cas, une première étude. On vous en proposera une deuxième dans quelques instants. Alors, Étienne et les étoiles. Je m'appelle Étienne. J'ai bientôt 61 ans. Je suis un restaurateur doublement étoilé au Michelin. Et je suis doublement étoilé pour un de mes restaurants, car en fait, j'en gère 3. Bon, à l'école, je n'étais pas un champion, hein. Mais ma grand-mère Eugénie m'a donné envie de cuisiner. Elle faisait des plats très traditionnels avec beaucoup de soin. Donc, je me suis orienté vers la cuisine. J'ai commencé à travailler en cuisine à 15 ans et je suis devenu indépendant à 19 ans et demi. J'aimais très tôt les bonnes choses qui ont du goût et j'aimais les partager. J'aime papoter en cuisinant et tout en mangeant aussi.
J'aime beaucoup choisir moi-même mes produits, goûter, tester et imaginer les appréciations de mes convives. Je me suis vite aperçu que je pouvais ainsi faire quelque chose que j'aime et qu'il y avait la possibilité de gagner ma vie et même de m'assurer une vie assez confortable. Les valeurs d'Étienne, la qualité des produits et de confort de vie. Un tri par personne. Il est plutôt orienté autre, en référence interne, son système de représentation préférentielle kinesthésique. Au fil des années, il est devenu de plus en plus évident que je devais assurer le confort et le bien-vivre de ma femme et de ma fille. J'ai développé mes affaires en étant centré sur la qualité des produits de base plutôt que sur l'originalité à tout prix. Et j'ai aussi assez vite compris qu'il y avait, et qu'il y a encore, une clientèle pour y mettre le prix, même dans une région assez défavorisée comme dans ce coin de la Belgique. Les croyances d'Étienne, la qualité se paye. Il y a des gens prêts à payer. Ses valeurs, la tradition, en référence à sa grand-mère, et il incarne une mission de père prévoyant. Je me suis pris au jeu d'une notoriété grandissante. En face de mon établissement gastronomique, j'ai lancé un resto carte brasserie classique, toujours axé sur des produits de bonne qualité, et très vite, le succès a été au rendez-vous. Il y a 5 ans, j'y ai investi 1,5 million pour agrandir et transformer. Le succès a suivi. Et puis j'ai ouvert un 3e établissement de restauration simple, mais qui propose une carte de 475 bières. 475 bières différentes. On est en Belgique, hein? Car j'aime beaucoup non seulement le vin, mais aussi la bière. Et ça marche aussi. On retrouve la valeur d'Étienne primordiale, la qualité. Il va vers de nouveaux établissements, la diversité des bières, et il est plutôt en référence interne. Avec ce jeu de la notoriété, je me suis mis en tête de décrocher une étoile au Michelin. Une étoile au Michelin comme le sommet d'une carrière. Ça a demandé beaucoup de boulot. Ça a été du stress. Ça a été des investissements financiers avec le risque de devoir être reconnu par une instance que je ne pouvais pas contrôler. Je peux contrôler la qualité de mes produits, surveiller mes fournisseurs, contrôler les compétences de mon personnel. J'avais peu de prise sur les critères des inspecteurs du Michelin. Étienne maintient ses croyances, en ajoute une supplémentaire. Une étoile est un couronnement. Une étoile, c'est bon pour les affaires. Il est en référence externe, ce qui lui cause quand même beaucoup de stress. Et j'ai décroché cette étoile. Et quelques années plus tard, pris au jeu, j'ai même décroché une seconde étoile. C'est beaucoup de travail et d'investissement. Mais ça vaut le coup pour les affaires et pour l'ego. La satisfaction d'être reconnu à un haut niveau. Et donc, au début de mars 2020, je suis sur un paquebot de luxe où, avec 4 autres chefs étoilés, nous participons à une croisière gastronomique. Ma fille et mon beau-fils, restés en Belgique, gèrent les affaires, mais au gré des échanges avec eux par Internet, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je comprends qu'il se passe quelque chose. Et je m'arrange pour rentrer d'Ardard à l'occasion d'une escale. Et 12 heures après mon arrivée en Belgique, mes 3 établissements sont fermés. 60 emplois. On pense d'abord que c'est pour quelques jours. On annule les réservations et on en profite pour mettre un peu d'ordre dans les locaux. Souvent, des signes avant-coureurs d'une crise ne sont pas pris en considération.
Et du coup, je me questionne si ça ne ressemblerait pas à la stratégie du blaireau, hein, dont m'a souvent parlé Michel en formation. Après quelques jours, je comprends que cela se joue sur une durée indéterminée. Et en l'espace de quelques instants, avec ma fille et mon beau-fils et l'administrative de la société, nous devons prendre des mesures pour le personnel. Oui, 60 personnes. Je peux prendre les décisions élémentaires, mais une peur indicible m'envahit en l'espace d'une journée. Impossible de réfléchir. Se mélange dans ma tête les investissements réalisés récemment, le projet d'un 4e établissement, dont le bâtiment est déjà acheté, le coût des lois sociales, l'absence d'échéance temporelle, avec une espèce de leitmotiv comme ça, qui tourne dans ma tête, sauver la trésorerie. En fait, la peur, c'est celle de perdre ce qui m'a conduit au fil de toutes ces années de travail. Le confort, les belles voitures, les beaux endroits. Dans l'index de conscience d'Étienne, l'état interne de peur occulte les processus internes. À ce stade, c'est une vision tunnel. Ça boucle. Incapable d'organiser les processus internes et d'avoir des comportements constructifs. C'est comme un tri par action compulsif et ça peut durer. Ma femme m'a suggéré à plusieurs reprises de consulter. Et donc, d'abord, j'ai entamé par consulter l'expert comptable qui m'a accompagné dans l'organisation de mes affaires, l'organisation de mes sociétés. Il faudra que ma femme me le répète quand même quelques fois pour que je l'entende. Et puis, au cours de cette consultation et puis d'autres consultations, nous faisons le tour de mon entreprise en localisant les risques et en les objectivant. J'en suis sorti apaisé, comme je suis sorti apaisé d'autres consultations. J'ai réalisé que ce que nous avions mis en place avec les différentes sociétés me permet de garder un certain contrôle. C'est alors l'occasion de lever le nez du guidon, de faire le point sur un certain nombre de choses pour penser le redémarrage qui viendra bien un jour. Avec ma fille, mon beau-fils et l'assistante administrative de la société, nous examinons certains coûts, par exemple, et nous constatons que certains plats à la brasserie sont vendus à perte. Que le comportement du personnel jeune vis-à-vis des horaires n'est plus celui de mon temps, de mon époque. Et donc, nous élaborons d'autres systèmes de comptage et une remise en œuvre d'un certain nombre de choses. Pour interrompre la boucle, l'intervention d'un tiers est précieuse. Elle peut réactiver un tri par information, à condition, deux conditions, le rapport et la crédibilité. On retrouve un tri par information en référence externe chez Étienne, centré sur soi, et il parvient à satisfaire son besoin de contrôle. Et pour rester dans le métier, pour rester visible, nous allons faire ce que nous n'avions jamais pensé devoir faire. Nous mettons en place une cuisine à emporter, autrement dit un take-away. Notre boulangerie privée propose son pain et quelques préparations de pâtisserie. La cuisine d'abord propose quelques plats brasserie et ça marche. Nous avons des clients de proximité et bientôt d'autres clients feront du chemin car nous avons élargi l'offre vers certains plats gastronomiques et ce notamment à l'occasion de la fête des mères, de la fête des pères. En Belgique, la fête des mères se passe au mois de mai. Hein. Et donc, nous tenons boutique. Tenir boutique. Nous tenons boutique d'abord 2 fois par semaine, puis 3, puis 4 fois par semaine. Aujourd'hui, 10 juin, nous nous préparons à redémarrer. 10 personnes ont quitté l'entreprise volontairement. Ils ont donné leur démission et je ne sais pas très bien pourquoi faire, vers quoi ils s'orientent. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus, de toute façon.
mais j'ai aussi des absents pour maladie. Et je vais devoir me remettre, moi, au fourneau. Il y a 10 ans que je ne l'ai plus fait. Et je sais que ça va être dur. Au restaurant des Étoiles, je n'ouvrirai que les week-ends. Et je suis d'ores et déjà complet jusque mi-juillet. Pour les autres, on verra comment ça va se passer. Mon personnel a pu bénéficier de conditions de chômage temporaire qui conviennent bien à certains d'entre eux. Et si c'est trop difficile, je pense à reprendre un service à emporter, un take-away, mais de haute gamme. Sinon, ce que j'envisage aussi, et qui était peut-être inenvisageable il y a quelques mois, je pense aussi à rendre mes étoiles pour ne pas risquer de me les faire retirer. Car je sais que le Michelin sortira quand même cette année. J'ai de bonnes informations. Et j'imagine que ces inspecteurs vont doubler d'activité et seront encore plus intransigeants. De toute façon, je ne serai pas le premier à rendre mes étoiles. Ça me donnera plus de liberté, ça donne du panache, j'aurai une meilleure qualité de vie personnelle et de toute façon, ma femme est à l'abri et ma fille et son mari sont placés sur une trajectoire et c'est maintenant à eux de piloter cette trajectoire. Pour Étienne, tout aussi prestigieuse que soient les étoiles au Michelin, il constate que ce n'est pas l'essentiel de son identité professionnelle, qui est de partager une cuisine de qualité. Il a pu récupérer une vision panoramique qui lui offre diverses options pour piloter son entreprise. Et donc voilà le premier cas, celui d'Étienne. On va maintenant vous présenter un deuxième cas. Je propose que les questions, les réflexions viennent en fin d'exposé. Je pense que c'est comme ça qu'on a procédé jusqu'à présent, que c'est une bonne chose. Hein. Donc voilà. Je vais donc vous exposer le cas de Mylène et de son histoire avec le crabe à deux pinces. Nous sommes en 2012. Je m'appelle Mylène, j'ai 42 ans. Je suis une femme accomplie, mère de 3 enfants, âgés de 5, 7 et 9 ans, et je suis célibataire depuis 1 an. Je viens d'acheter une maison dans laquelle je me suis installée avec mes enfants. J'occupe également un poste de cadre supérieur en gestion des ressources humaines dans une IEG française. Je suis investie à 200% dans tout ce que j'entreprends et le travail a toujours été une valeur au travers de laquelle je m'évertue de donner la priorité à l'humain au sein de l'organisation. Je suis à fond sur tous les fronts, professionnel, familial, amical, associatif. Un nouveau départ qui semble rouler comme sur des roulettes. Je suis bien. Les croyances qui portent Mylène, pour s'accomplir, il faut travailler, s'investir, réussir. Les valeurs, le travail, famille, engagement dans ces divers rôles et missions. Le haut niveau d'exigence aussi. On est dans un tri par personne et activité. L'orientation simultanée à dominante haute. En référence interne, système de représentation préférentielle visuelle kinesthésique, référence au temps présent-futur. Comme un éclair dans le ciel bleu. En fin d'année, une douleur au sein gauche m'invite à consulter une gynécologue. Elle m'examine, rien au sein gauche. C'est le sein droit qui attire son attention. Me voilà embarquée dans une suite d'examens. Mammo, écho, biopsie. Je comprends que c'est grave. Le radiologue m'annonce sans ménagement le diagnostic. Vous avez un cancer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment vais-je faire, mes enfants? Un flot de questions anxiogènes amenant à des réponses angoissantes. Ne pas penser. Mon seul salut. Suivre le courant.
aspiré par le système, répondre mécaniquement comme un automate au processus médical. Je stoppe tout, je coupe le circuit, je suis en arrêt de travail, j'obéis, coupé de ma rage, ma peur de mourir, d'abandonner mes enfants et de l'après. Après quoi? Après l'opération. Choc et état d'urgence. Il y a une croyance, si je ne me soumets pas, je vais mourir. La référence interne bascule vers l'externe. L'orientation simultanée devient dominante de soi. Système de représentation visuelle kinesthésique, mais vision tunnel. Référence au temps, in time. Absence de perspective. Valeur, la vie, la présence auprès des enfants. L'index de conscience, l'état interne de peur, occulte les processus internes. À ce stade, c'est une vision tunnel, ça boucle. Incapacité à organiser les processus internes, d'avoir des comportements constructifs, comme un tri par action compulsif, et ça peut durer, ça peut tourner. Pour interrompre ce genre de boucle, c'est l'intervention d'un tiers qui est précieuse. Pour réactiver le tri par information, il faut rapport et crédibilité, ne sont pas les conditions du cadrage. Le retour au tri par information en référence externe, centré sur soi, et besoin de contrôle, non, oui, sera satisfait. Après le naufrage, janvier 2013, je me réveille après l'opération. J'ouvre les yeux et je vois ma mère. Un profond soulagement m'envahit. Je sais que je peux me laisser aller. Je sais que je peux être une petite fille, que je n'ai plus besoin d'être forte. Un grand sentiment de confiance m'invite au relâchement. Je suis entourée de l'amour de mes proches. Je suis en sécurité, hors du monde et hors du temps des autres, dans une dimension parallèle, une dimension propice à la guérison. Maman m'installera dans le salon à mon retour, le cœur de la maison. Ici, je suis entourée de la vie de mes proches, en paix et en vie. Je pleure beaucoup. Ma tristesse peut s'exprimer. Après 6 mois, dans un espace-temps où les aiguilles des horloges cèdent leur fonction à la qualité des sensations, au ressenti, au rythme respiratoire, au mouvement, aux capacités singulières de mon corps renaissant, je commence à ressentir du désir pour des plaisirs simples de l'existence humaine. Et du désir au plaisir, du plaisir à l'envie d'être en vie. De l'extérieur, je renvoie l'image à laquelle on m'identifie et que je fais mienne, celle de la femme invulnérable qu'on connaît si bien, l'insubmersible. Je me dis que je n'ai plus le droit d'être triste, désormais à l'intérieur. La croyance, j'ai survécu au pire. Je peux me reposer, le pire est derrière moi. Après le choc. Système de représentation préférentielle, visuelle et kinesthésique. En référence interne, centrée sur soi, en conscience interne. La référence au temps est in time, orientée présent. Valeur, la vie, la famille, l'amour. La mer est calme, je la regarde. Juin 2013, je reprends mon poste, à mi-temps, avec un certain déni des conséquences du cancer. Je poursuis jusqu'à l'épuisement. Il y a des traitements qui rendent plus malade que la maladie elle-même. C'est le cas de celui qu'on m'administre pour soigner le cancer. Mais en bon capitaine, je voulais retrouver mon navire, mon poste à la barre et toutes mes capacités. En moins de 2 mois, j'étais une nouvelle fois sous les eaux. La seconde vague. Épuisée, arrêtée de nouveau par le médecin. Il me fallait accepter la limitation de mes capacités pour pouvoir rebondir, parce que je réalisais que je n'avais plus le temps. Je veux vivre,
Je veux faire ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux? Moi, si j'étais en vie, je serais capitaine. Souvent, des signes avant-coureurs, annonceurs d'une crise, ne sont pas pris en compte. Serait-ce à nouveau le retour du blaireau? On espère retrouver ce qu'on a perdu, redevenir comme avant. Les habitudes rassurent, mais sont trompeuses. Mon retour au travail prendra un tout autre sens. J'y laisserai mon empreinte, mais je quitte le cargo. J'organise mon départ après un grand succès qui s'appelle les Assises RH et décide de prendre ma retraite de l'entreprise en 2014 pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux profiter du temps qui m'est offert pour profiter de ce qui m'est cher. Ma famille, mes enfants, mon projet professionnel, celui qui couvait depuis plus de 10 ans dans un coin de ma tête. Je voulais qu'il ne m'arrive que des bonnes choses. Je réalisais que je m'étais oubliée en tant que femme et mon sein me l'a rappelé. Tu meurs, transformé en tu vis. Croyance au niveau de la spiritualité, le cancer est un messager. Un messager pour me rappeler que je suis vivante. Référence interne, en aller vers pour la directionnalité, ce que je veux du bon pour moi. Valeur, qualité de vie, famille, amour et passion et plaisir dans les activités. 2018. Je suis une femme chef d'entreprise indépendante. Mon cabinet, c'est FHB, hautement qualifié en GRH, accompagne et conseille les hauts cadres dirigeants. Ma devise, bien vivre ensemble, durablement au travail. Il est le symbole de ma résurrection, ma marque de fabrique, le voilier sur lequel j'ai choisi de reprendre la mer et à bord duquel je suis capitaine de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie de famille, de ma vie sentimentale, de ma vie amicale. Si je n'avais pas vécu cette expérience, sans ce choc, cette crise, cette transition n'aurait pu s'opérer et je serais sûrement, à l'heure d'aujourd'hui, une cadre sup aigrie et bourrée de fric. Capitaine échaudé sans le vent tourner, mais bravera quand même vents et marées. Décembre 2018, une intuition. J'avance volontairement mon rendez-vous de surveillance. J'entendais comme un signal d'alarme la voix des sirènes, les mêmes excès amenant les mêmes conséquences. Je me souviens du sentiment de ne pas être là où je devais être. J'avais accepté une mission pour le fric, qui m'avait coûté bien plus qu'elle ne m'apportait. On perçoit ici une conscience interne et un dialogue interne comme une mise en garde, prise en compte un peu tardivement. Est-ce à nouveau le retour du blaireau, le déni des signaux d'alerte? L'orientation simultanée à dominante autre, en référence interne. Croyance, je ne suis pas à ma place. Valeur, l'alignement, la congruence et toujours aussi le haut niveau d'exigence. La référence au temps, c'est passé subordonné au présent. Non, pardon, le présent subordonné au passé. Je vous épargne la répétition scrupuleusement identique du processus médical qui suivit après la mammographie, la culpabilité en plus. N'avais-je pas suffisamment appris la première fois pour que le crabe me pince une seconde fois? Les mêmes médecins, les mêmes examens, ce même couloir au sous-sol qui se séparait en deux voies. À droite, service d'IRM, à gauche, la morgue. Et ce même dialogue intérieur. Ne te trompe pas de couloir, ma fille. Le pilote automatique des comportements enclenchés, les pensées en boucle. Tout va recommencer. Qu'est-ce que je suis conne. Mes états flottant entre l'épuisement, le découragement, la déception profonde et la colère contre moi. Un remède différent cependant, mastectomie.
Cette fois, il n'en réchappera pas. Mon sein me sera enlevé et remplacé par un corps étranger. Comment serai-je sans? Mutilé, avec un artefact pour le remplacer. Je perdrai de mon authenticité, je perdrai ma féminité. Sommes-nous encore femmes sans ces précieux attributs qui nous caractérisent tant aux yeux masculins et aux yeux de la société? On est en référence interne. Quant au tri primaire, c'est à la limite le tri par objet. Le sein, objet. On est en orientation soi. Système de représentation préférentielle kinesthésique. Croyance, si on me retire le sein, je perds ma féminité. Valeur, authenticité, perfection, haut niveau d'exigence encore. Au réveil, cette fois, c'est le visage de mon mari qui apparaît. Mais maman n'est pas loin. Je recontacte ce sentiment de confiance, je reconnais l'amour des miens, je connais le chemin de la transition, je sais qu'il est long, que rien ne sert de le traverser en courant, la chute attend au tournant. Mon corps prend tout son temps. Mon esprit, lui, m'invite à revisiter encore ce qui est important pour moi, se connecter à la substantifique moelle, mon essence profonde. Je n'ai vraiment plus de temps à perdre. Il apparaît comme une forme d'urgence, une urgence vitale. 2 mois à peine après l'opération, j'étais dans les airs, installée dans cet avion qui nous emmenait à Prague, quand cette inspiration d'une flamboyante cohérence m'est apparue. Je veux offrir la possibilité aux navigatrices pincées de reprendre la mer et d'être accompagnées par des coachs hautement qualifiés. C'est ainsi qu'a été conçu le coaching suspendu. Suspendu parce que ces femmes touchées par le cancer sont comme suspendues. Suspendues à un sein perdu, à un traitement médical, à des examens de surveillance, à des menaces de récidive, à leur peur. C'est le sens de leur vie, leur identité, leurs croyances, leurs capacités qui sont suspendues. Plus aucun comportement antérieur ne s'éprouvera de la même façon et leur environnement ne les regardera plus jamais de la même façon. Accompagner cette transition en faveur de leur retour à la vie professionnelle, dans les meilleures conditions qui soient et dans le respect de leur identité profonde, me réanime. Moins de 6 mois plus tard, les statuts de l'association du coaching suspendu sont déposés et j'orchestre la conception de ce nouveau bateau avec une commandante de bord cette fois. Le premier naufrage m'a rappelé que j'avais le droit à l'existence, à la vie, le droit de vivre ma vie. Le second naufrage m'a rappelé que je me devais de penser à moi. Moi d'abord. Une question demeure. Faut-il nécessairement qu'une crise vienne nous violenter pour s'ouvrir aux opportunités? L'être humain est sans doute ainsi fait. Voilà une illustration par 2 situations bien différentes, bien sûr, dans leurs implications, mais 2 situations de vécu réel. Alors, l'état de crise, nous allons faire ici référence à sans doute ce que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la courbe de Kubler-Ross. Alors, nous avons trouvé intéressant quand même de vous partager les états par lesquels on passe lorsqu'on s'engage quelque part après cette crise, dans cette transition descendante. Donc, tout d'abord, il y a le choc, cette forme de déni où on a repéré potentiellement un blaireau. Ensuite vient la colère, la révolte. Ensuite vient la peur. Et enfin, la tristesse, la dépression. Tout au long de cette phase de transition descendante, on reste dans une attitude plutôt négative, orientée vers le passé et relativement contre-productive. Cette phase de la crise, de cette transition descendante, peut rester en boucle.
on peut rester dans un déni, on peut basculer vers la colère, la peur, puis revenir dans une forme de colère ensuite et tourner un peu, hein. Le risque, c'est de rester dans cette boucle. Le risque, c'est de s'enfoncer. En tout cas, ça arrive qu'on s'enfonce. Et alors, pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient vraiment s'enfoncer, nous avons une méthode infaillible, naturellement basée sur la PNL, pour bien s'enfoncer dans la crise, hein, pour bien merder. Hein. Alors, première étape de cette recette infaillible, comme tant d'autres recettes de PNL, c'est conscientiser, focaliser notre attention sur l'objet perdu. Voilà. Et si on est en conscience interne, s'associer à la douleur de la perte, ruminer, être dans des stratégies qui sont uniquement d'élaboration, de retour à avant le choc. Ensuite, je vous inviterai à adopter une vision tunnel, une vision sans issue vers l'avant. Regardez obstinément vers le passé, hein, là où potentiellement est resté l'objet perdu. Et puis ensuite, utilisez bien le mismatch de perception. Vous ne voyez plus que le manque. On ne perçoit plus que le manque. Et puis naturellement aussi, un petit peu de mismatch de comparaison ne peut pas faire de tort. Rien ne peut être mieux que l'objet perdu. Sélectionnez soigneusement, hein, dans les tris primaires, le tri par objet et par activité. Que faire pour retrouver ou restaurer l'objet perdu? Et puis, dans l'usage du temps que vous pouvez faire, dans votre représentation du temps, subordonnez votre présent au passé. Conditionnez votre présent par le passé. Sans retour dans le passé, impossible de revenir dans un présent satisfaisant. L'avenir, mais il n'y a même pas d'avenir sans l'objet perdu. Adopter une attitude réactive, hein, avec une absence de perspective, comme si vous aviez la tête dans le guidon. Et, oui. Et puis, naturellement, n'omettez pas de faire usage de votre métamodèle, hein, ou en tout cas de certaines figures de métamodèle. En bon pénaliste, vous ne savez pas faire sans utiliser quelques bons opérateurs modaux de nécessité, d'impossibilité et surtout, n'omettez pas les quantifieurs universels. Hein, vous les connaissez, cette belle famille, tout, toujours, jamais, rien, personne. Donc voilà, il semblerait que ce soit une méthode qui fonctionne. Mais on va la tester. Est-ce qu'on peut la tester? Oui. Alors? Il se trouve, Michel, que j'ai déjà connu la crise. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? J'avais prévu d'aller passer une soirée avec un ami et je m'étais apprêtée du coup pour l'occasion. Et pour l'occasion, ce qui va bien avec la tenue, c'est une fabuleuse paire de chaussures. Oui, eh bien, quel est le problème? Le problème, c'est que cette soirée, lorsque je m'y suis préparée, j'ai enfilé ma tenue et plus moyen de mettre la main sur ces foutues chaussures. Oh, diable, comment est-ce possible? Je ne sais pas, j'ai tout imaginé, que ma fille me les avait empruntées sans me le dire. Donc je l'ai appelée, elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas pris les chaussures. Néanmoins, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle aurait bien pu m'inventer pour prendre les chaussures et pas me le dire. J'ai tout retourné, sa chambre, les placards. Ouais, tu t'es fait toute une série, je suppose, une série de commentaires, de dialogues internes. Hein? Ouais. J'ai détesté ma fille en passant. Ah bon. Et donc, mais bon, il y avait quand même autre chose, non? T'as pas qu'une paire de chaussures. Non, j'en ai en tout et pour tout entre 75 et 80. C'est vrai que j'ai arrêté de compter. Mais c'était celle-là, Michel, qui allait avec la tenue. Celle-là, unique. C'était celle-là. Elles étaient prévues pour. Ah bon? Pas, Je les ai achetées pour cette occasion, Michel. pas d'alternative alors? Non. Non, une seule perspective, un tunnel avec une seule extrémité. Tu comprends absolument pas, toi, ce que c'est que l'importance d'une paire de chaussures associée à une tenue de soirée, toi. Pas spécialement, non, pas spécialement.
Bon, enfin, ça dépend. Je peux peut-être faire la même chose avec une cravate, mais c'est pas encore sûr. Alors, bon, ben oui, mais enfin, il y en a d'autres, tu viens de me le dire, il y a d'autres paires de chaussures. Et alors? Et parmi ces autres paires de chaussures, il y en a certainement qui sont très bien, non? Écoute, je vais encore chercher encore, hein. Je préfère quand même chercher parce que franchement, aucune autre de ces paires de chaussures ne conviendra aussi bien à ma silhouette et à cette tenue que celle que j'avais prévue. Bien. Et donc, tu vas te remettre au travail. Je vais refaire le tour de la maison, je vais refouiller sa chambre, j'ai peut-être loupé une boîte. Bon, Hein. enfin, il faudra quand même bien qu'un jour, tu ranges tout ce que tu viens de déranger pour trouver cette fameuse paire de chaussures. Mais Hein? qu'importe, c'est sa chambre, je la laisserai en bordel, moi je cherche mes chaussures. Bien. Mais et bon, et alors, comment est-ce qu'on va faire là maintenant pour ta sortie? Qu'est-ce que tu vas faire? 2 minutes, je vais encore chercher après les chaussures, Michel. Écoute, je suis pas aux pièces et puis au pire, j'arriverai un petit peu en retard, mais ça vaut le coup si je retrouve les chaussures. Ouais, mais là, je passe, tes amis vont t'attendre. Hein? Oui, ben, ils ont l'habitude que j'arrive en retard. Je vais quand même rejeter un œil dans toute la maison, faire le tour des endroits que j'ai déjà visionnés. Ok, tu vas rater ton rendez-vous avec tes amis. Bon, ça va. Ok, qui ne dit mot consent. Et donc, tu restes la tête dans le guidon. Absolument, Et la tête dans ton placard à chaussures. entre autres. Ainsi que dans la chambre de ma fille, le couloir, la salle de bain, le coffre de la voiture, tous les endroits où j'aurais pu potentiellement oublier cette paire de chaussures. Ok. Donc, si je comprends bien, il est impossible qu'il en soit autrement. Non, c'est impossible, je ne peux pas sortir sans cette paire de chaussures. Je les ai achetées, Michel, pour l'occasion. Oh, ce sera toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Chaque fois que je m'achète une nouvelle paire de chaussures, Tatiana passe et me les pique. C'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. À mon avis, tout le monde t'en veut, y compris Tatiana. Personne ne me respecte dans cette maison. Personne, Michel, personne. C'est tout le temps comme ça. Donc, vous remarquez aussi que le verbe respecter est un verbe non spécifique et que Peggy en fait un usage tout à fait pertinent. Hein. Et donc, vous voyez que si vous voulez la tester comme Peggy vient de tester, je pense que Marcette, pour bien profiter d'une crise, d'un état insatisfaisant, on pense qu'elle a une certaine efficacité. Hein. Je vous fais confiance pour trouver d'autres métaprogrammes ou d'autres notions de PNL qui peuvent encore l'améliorer. À mon avis, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a certainement encore moyen d'améliorer. Ce n'est qu'une première approche. Mais donc, attendez, parce que voilà, pour ceux qui veulent s'en sortir. Oui, pour ceux qui se lasseraient un petit peu d'un état de crise. Hein, se lasser, hein, se lasser. Profitez bien de ce jeu de mots, hein, se lasser à propos de chaussures. Hein. Prenez des notes là. Hein. Bon, on va vous révéler quand même qu'il existe un autre versant de la courbe qu'on a appelé pour l'occasion transition ascendante, qui convient plus communément à nos aspirations pénalistiques. Donc, on enfile une autre paire de chaussures, cette fois peut-être un petit peu tout-terrain, parce qu'on va passer par une phase de test, voilà, hein, d'opération, de test et de constat des résultats, positifs ou négatifs. Mais tout d'abord, il va falloir accepter la situation. Michel, j'ai perdu cette paire de chaussures. Elle est introuvable pour le moment. Mais introuvable ne veut pas dire perdu. Pour le moment. Pour le moment. Voilà. Bon, j'accepte de finalement renoncer à cette paire de chaussures au bénéfice de la soirée quand même et la perspective de retrouver mes amis. Hein. Donc bon, on peut passer par une phase de pardon si toutefois c'est nécessaire. On passe surtout par une phase de renoncement et de quête de sens. On va finalement chercher le but du but. Hein. Finalement, à quoi elle servait cette paire de chaussures? Qu'est-ce qui était le plus important? Qu'est-ce que je cherchais à faire avec cette paire de chaussures? Quel était le but? Tiens, tout compte fait. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec une paire d'escarpins à talons de 9 cm? Bon, eh ben, écoute, je cherchais à être élégante et à passer une bonne soirée, me sentir belle. Hein. Et une bonne soirée, c'est comment pour toi? C'est de se sentir bien, de se sentir élégante, voilà, d'être assez sûre de soi et de passer un bon moment aussi avec les amis. Hein. Ok, voilà. Ça va, n'allons pas plus loin. Voilà. Donc, la quête de sens de retrouver, la phase d'essai-erreur traversée, on peut retrouver finalement
un niveau de croissance, de sérénité pour sortir de la crise. Et donc, dans cette phase, on adopte une attitude positive, constructive, orientée vers le futur. OK, mais tout ça, c'est facile à dire. Comment? Comment, vous savez que c'est la question favorite des PNListes, hein? Je suppose que ça fait partie de vos incontournables aussi. Et donc, si on vous a donné une recette à un certain moment pour présenter, pour fignoler un produit toxique pour s'enfoncer dans la crise, on peut aussi vous proposer, en tout cas ce n'est jamais qu'une proposition, hein, la recette d'un antidote. La recette de l'antidote. Voilà. Et donc, la recette de l'antidote, par quoi commence-t-on? Alors, par quoi j'ai commencé? Tu m'as demandé finalement qu'est-ce qui était important dans cette soirée, qu'est-ce qu'elle représentait, cette paire de chaussures. Et du coup, je me suis positionnée en conscience interne, hein, centrée sur le kinesthésique interne. Finalement, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui est touché? Et tu as questionné la cause-effet, mais finalement, cette paire de chaussures, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'elle provoque si tu ne la retrouves pas? Alors, deuxième ingrédient, c'est élargir la vision. Élargir la vision en questionnant la fonction de l'objet perdu. Quel est le but du but? À quoi cela sert-il? On peut dire aussi l'intention positive, mais ce n'est pas pertinent dans tous les cas. Mais en tout cas, élargir par le questionnement. Ensuite, procéder à un match de comparaison. Qu'est-ce qui peut remplir presque aussi bien la fonction de l'objet perdu? Inutile de vous dire que dans les 75 à 80 paires de chaussures, j'ai pu potentiellement retrouver quelque chose qui pouvait convenir et qui me permettrait de pouvoir filer à cette soirée, retrouver mes amis. OK. Et donc, en ce qui concerne le tri primaire, lâcher un petit peu le tri par objet, dans le cas naturellement ici qui nous occupe, lâcher le tri par objet pour s'orienter vers un tri par personne et ou un tri par activité et ou un tri par information. En tout cas, explorer d'autres modes de tri, notamment du tri primaire, pour constater les effets. Aussi, la temporalité est importante. Finalement, quand je m'oriente sur le futur et que je me rends compte de ce que je vais manquer si je ne m'accorde pas au présent, que je ne trouve pas une paire de chaussures maintenant, je vais louper la soirée. Et donc, ça veut dire adopter une attitude proactive, lever la tête du guidon pour porter le regard un peu plus loin, c'est-à-dire observer quel est le méta-objectif, l'objectif de l'objectif, donc, ou même le méta-méta-objectif. Mais tout compte fait, qu'est-ce que je vise? Bon, dans le cas de la paire de chaussures, il a fallu simplement que je change de tiroir. Hein. Voilà. OK. Et donc, toujours en termes de métamodèle, hein, ce qui est intéressant à certains moments, c'est de substituer à nos opérateurs modaux de nécessité ou d'impossibilité, c'est de faire le test, hein, c'est de jouer avec les opérateurs modaux de possibilité, de remplacer les il faut, les je dois par je peux, je choisis, il est possible de, hein, et de questionner les causes-effets. Questionner les causes-effets, comment est-ce que cette paire de chaussures me rend dingue, hein? Ou éventuellement, comment je suis nul si je ne porte pas ces chaussures, mais comment est-ce que je suis nul? Qu'est-ce qui fait que je suis nul? Et donc, le métamodèle, c'est quand même un des essentiels, un des incontournables de nos stratégies mentales. Hein. Et donc, ça nous permet d'avoir une courbe ici, maintenant, qui a deux versants. Absolument. Et donc, on peut observer que finalement, une transition du début à la fin, ça démarre par une crise, un choc. On traverse potentiellement une phase de déni, où on va mettre à l'œuvre nos stratégies du blaireau. On va passer par des états internes tels que la colère, la peur, la tristesse, une forme de dépression avec une attitude négative orientée vers le passé et contre-productive, pour ensuite s'élancer
à condition d'avoir un tiers qui nous permet peut-être de recentrer nos modes de tri, de passer dans des opérateurs modaux de possibilités, de choix, et donc d'aller dans l'acceptation, le pardon, la quête de sens, et retrouver une forme de sérénité et de croissance. Et là, d'adopter une attitude positive, constructive, orientée vers le futur. Super, super. Mais je me demande si le mieux, ce n'est pas encore de bien ranger son placard à chaussures. Enfin, ça c'est un avis, paraît-il, typiquement masculin. Bon. En guise de conclusion provisoire, hein, pour parler de transition, la crise, elle peut ouvrir sur des opportunités. J'ai dit, elle peut ouvrir sur des opportunités. C'est pas ce que j'ai écrit, d'accord. Mais si il y a une transition complète, c'est-à-dire que notre attention doit porter sur la courbe de Kubler-Ross là que nous avons décrit, sur les deux versants de cette courbe. Il s'agit d'un parcours. Hein. Il s'agit d'un parcours qu'il vaut mieux faire accompagner. Et accompagné d'un tiers compétent. Parce qu'au bas de cette courbe de Kubler-Ross, on peut se trouver dans une boucle. Et là, dans une boucle où plus de la même chose donne plus du même résultat. On a besoin, à ce point-là, d'accéder à une pensée divergente. Le fameux lateral thinking de Bono, par exemple. Hein? Oser d'autres points de vue, changer de mode de tri. C'est encore un des outils de la PNL, changer les modes de tri, c'est un des outils qui nous permet d'accéder à cette pensée divergente. Et d'avoir peut-être une personne tierce qui gère le rapport, qui aide à la dissociation, qui conduit l'exploration d'autres métaprogrammes. En fait, quand je dis tout cela, nous sommes dans le domaine du cadrage. Hein. Le cadrage, c'est pas une invention de la PNL, loin de là, on en trouve des traces dans l'Antiquité. Hein. Dans les écrits des anciens, de certains philosophes, on en trouve des traces superbes. Mais il s'agit d'une notion que la PNL a bien outillée pour en faire des techniques efficaces. Pour le cadrage, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'entre le tiers et son sujet, la séparation des modèles du monde est importante. C'est le parcours du sujet qui doit être élaboré, ce n'est pas celui de l'intervenant. Et donc, séparer les modèles du monde est essentiel. Et, par exemple, un outil que moi j'aime beaucoup, un repère que j'aime beaucoup pour illustrer les conditions, j'allais dire nécessaires, et peut-être, en tout cas nécessaires, et peut-être suffisantes pour travailler leur cadrage, c'est les 4 principes du changement que je prends d'un ouvrage de Catherine Coudiccio, la PNL, la dimension créative, les 4 principes du changement. C'est-à-dire que pour proposer un cadrage, pour faire cette transition, pour participer à cette transition, le premier principe, c'est le principe d'accord. C'est-à-dire qu'il doit y avoir entre la personne qui propose leur cadrage, qui travaille leur cadrage, il doit y avoir accord, il faut qu'il y ait un rapport. Il n'y a pas de recadrage en présence d'une personne tierce qui est menaçante ou distante ou effrayante. Donc, un principe d'accord. 2, principe de pertinence. Il faut que les options qui soient dégagées, qui soient élaborées ensemble, à 2, ou éventuellement qui soient suggérées, il faut que ces options soient pertinentes avec la carte du monde du sujet. Il faut qu'elles puissent trouver place dans cette carte du monde. Elles peuvent être étonnantes, ébouriffantes, inhabituelles, mais il faut qu'elles puissent trouver une place confortable. Et puis le principe de congruence aussi. Il faut que
il y ait congruence entre les options proposées par la personne tierce, par l'intervenant, qu'il y ait congruence entre son attitude et ce qu'il propose. Et puis, quatrième principe, le principe d'expérience. Lorsque quelqu'un peut envisager des options, je pense qu'il est important de lui laisser le temps de faire l'expérience de ces options. Mais d'en faire une expérience mentale, hein, simplement, de s'imaginer avec une nouvelle option. Hein. Et par exemple, comme de s'imaginer avec une autre paire de chaussures. Hein. Ouais. Donc voilà, en guise de conclusion provisoire, on est sauvé. Bon escarpin. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je crois que c'était notre dernier. Oui. Notre dernier mot, Michel. Non, notre dernier PowerPoint. Je pense qu'on avait juste encore une dia sur laquelle on vous remercie de votre attention. N'est-ce pas? On n'a pas oublié de faire ça parce qu'on est quand même des gens bien élevés. Et donc, voilà. Maintenant, on n'arrive pas à le passer. Donc, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Michel et Peggy. Alors, les questions. On applaudit d'abord pour Jean-Michel. Vous voulez qu'on applaudisse? Très, très bien. Bravo, en tous les cas, pour ce brillant exposé. Super. Magnifique. Les questions. Brigitte Penaud demande la parole. Oui, Brigitte. Je voulais juste dire, tu sais, Michel, tu m'as fait très peur. J'ai cru à un moment que tu ne comprenais rien aux femmes. Maintenant, je suis rassurée. Ah ben ça, oui, tu vois, Brigitte, je cache bien mon jeu. Hein. J'essaye de le recadrer régulièrement. Excellent. Oui, mais attendez, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a mon épouse là-bas derrière qui me surveille. Elle a 41 ans de boulot derrière elle pour me recadrer. Hein. Et quelques paires de chaussures. Oui, Mylène. Elle a aussi quelques paires de chaussures. Quelques. Je voulais des précisions concernant la stratégie du blaireau parce que je ne la connais pas. Donc, si vous voulez bien me la Et oui, m'éclairer. Voilà. C'est ça qui arrive quand on fait une formation en PNL ailleurs qu'à Lille. Hein. On ne connaît pas la stratégie du blaireau. N'est-ce pas, Mohamed? Tu la connais, la stratégie du blaireau? Pas du tout, pas du tout. C'était une question. Ben voilà, même le président du collège des enseignants ne connaît pas la stratégie du blaireau. Alors, tu vois, vous voyez, ce que nous appelons la stratégie du blaireau, c'est ce qui nous amène à reproduire parfois les mêmes erreurs. D'accord. Je ne sais pas pourquoi on a affublé le blaireau de cette caractéristique, mais il faut bien reconnaître que l'être humain a une furieuse tendance à utiliser parfois des stratégies perdantes et à en abuser. Et que, bon, ben, la première condition pour sortir de la stratégie du blaireau, c'est d'en prendre conscience. Hein. Et parfois, d'ailleurs, aussi d'en prendre conscience et de commencer par en rire avant de passer à la recherche d'options. Hein. Et donc là, très clairement, on est dans un contexte de travail de stratégie. Hein. Comment se fait? Quels sont les pas de ma stratégie perdante? Et où est-ce que je vais porter le petit changement qui va faire la différence? Il y a France qui veut prendre la parole, oui. Oui, bon, d'abord, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez présenté ça tous les deux, et l'humour est toujours vraiment une des belles qualités, et outre qui est vrai ou pas. Ce que je veux dire, c'est que, alors par rapport aux métaprogrammes, j'ai toujours moi une vision assez peut-être particulière des métaprogrammes, parce que à mes yeux, la conclusion, c'est qu'on a besoin de souplesse dans les métaprogrammes, parce que même match-mismatch, bien sûr, si je me coince que dans le mismatch à voir que ce qui manque,
ça ne va pas. Mais en même temps, donc voir ce qui ressemble le plus. Mais pour voir ce qui ressemble le plus, il faut aussi que j'élargisse, aller chercher les différentes options possibles pour pouvoir. Donc, c'est dès qu'un métaprogramme, je me coince dans une modalité, que ça pose problème. Mais encore une fois, pour trouver des nouvelles options, il faut aller aussi chercher celles inhabituelles. Si je prends juste cet exemple-là. Et vraiment, c'est le sentiment que j'ai, moi, quand j'enseigne les métaprogrammes, que l'enjeu, c'est d'avoir la flexibilité pour qu'à chaque instant, je puisse passer d'une modalité à l'autre, puisque chaque modalité sont comme des compétences. Mais dès que, quel que soit le métaprogramme, même si je me coince, par exemple, dans le trop actif, je ne vais plus m'adapter non plus à la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord avec ça. On a essayé en tout cas de repérer les métaprogrammes récurrents lors d'un état de crise. Mais effectivement, c'est pas une science exacte, puisque chaque personne étant un être unique va peut-être manifester une combinaison de métaprogrammes différents selon son vécu de la crise. N'empêche que c'est cela qu'on a pu observer avec l'interview de cas différents, notamment avec un entrepreneur dans la restauration et orienté plutôt sur son affaire et une appétence économique. Oui, une belle bagnole, quoi. Voilà. Y compris quelqu'un qui a traversé un souci de santé dramatique. Voilà. Ensuite, nous, on a essayé de trouver un exemple d'illustration beaucoup plus léger pour pouvoir partager avec vous et parler avec un peu plus d'aisance du sujet de la crise et pas s'enquister dans la tristitude. Mais effectivement, je pense que c'est une combinaison complexe de métaprogrammes pour chacun quand on traverse un état de crise et que ce qu'on présente là ne détermine en rien une vérité en soi ou un systématisme en tout cas. En tout cas, s'il y a quelque chose qui me semble, je vais dire universel ou en tout cas très, très général, c'est, là je suis tout à fait d'accord avec toi, France, c'est la flexibilité, c'est la capacité à prendre en compte, à percevoir les modes de tri qui nous coincent. Et puis, c'est même pas les modes de tri, c'est la rigidité qui nous coince. Et là, la rigidité, encore une fois, c'est la stratégie du blaireau. C'est quand on emploie des programmes qui ne donnent pas de résultats satisfaisants et pourtant on continue à les employer. Et c'est là qu'en termes de stratégie, on essaie de trouver quel est le pas de programme le plus simple, le plus facile à utiliser pour changer la stratégie, pour obtenir un résultat plus satisfaisant. Donc, effectivement, je t'ai déjà entendu le dire, France, et j'adhère complètement à ça, un métaprogramme n'est en lui-même ni bon ni mauvais. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'autres questions avant de passer au… Pas de questions? Oui, Viviane? Merci à vous deux pour le propos que vous nous avez présenté. Mon attention a été attirée dans votre propos entre les différents modèles et outils que vous avez utilisés. Et je m'interrogeais sur l'état des lieux de départ, en fait. Quand vous parlez de crise, vous parlez de tristesse, par exemple. Et dans ma perception et l'expérience de ce que j'ai pu observer sur cette période-là, je rapprochais ça plus d'un certain état de stress, plus que de tristesse. Et j'avais cette impression que le schéma d'évolution possible était celui qui, quand on croise les modèles, entre en effet la courbe de deuil et la résolution des traumas, en fait, le fait de ramener d'un mode de fonctionnement émotionnel quelque chose à un mode de fonctionnement cognitif. Et quand on parle du modèle des métaprogrammes, quand on parle d'index de computation, on va souvent le regarder d'une manière du processus, en fait, en se disant de manière cognitive comment on va prendre conscience et comment on va demander une stratégie de se mettre en œuvre. Et je vois surtout que le point de démarrage dans le constat et de l'observation d'un PNLI, ça serait déjà où est-ce qu'on en est de l'état émotionnel, de quoi on parle.
Et je suis interrogative sur le point de départ que vous avez pris dans ce que vous appelez crise en termes de tristesse ou émotionnelle. J'ai perçu cette période pour beaucoup de personnes quant à leur affaire ou leur projection dans l'avenir de leur business ou de leur activité, plus dans un état de stress traumatique plus que de la tristesse. Voilà, c'était un peu ma perception sur le messager de l'émotion, sur comment on va avant tout remettre de la réassurance ou la possibilité à la personne justement de sortir de cette émotion pour avoir une démarche cognitive. Parce que tant que ce stress est présent, c'est aller vers quelque chose ou cette intention de stratégie, de métaprogramme, elle n'est pas possible mécaniquement parlant au niveau neuronal. Voilà. Ok. Écoute, effectivement, hein, mais tu conviendras peut-être avec moi que le terme de stress est un terme très peu spécifique. Il peut recouvrir des états internes très différents. Hein. C'est d'ailleurs une expression qui, à mon avis, est un peu galvaudée. Et donc, je pense qu'une première chose à faire, enfin une des premières choses à faire, c'est quelle est la réalité, quel est le vécu interne que la personne met sous ce terme peu spécifique de stress. Parce que au fil de la courbe du deuil, bon, la tristesse se trouve déjà assez bas. Mais le terme stress signifiant aussi au départ un état de tension inconfortable, ça peut être de la colère. Hein? Ça peut être de la colère, ça peut être l'incompréhension du déni. Et à partir de ce moment-là, pour moi, la piste pour passer vers les processus internes, vers la dimension cognitive, c'est de questionner, je parle en termes de métamodèle, hein, mais c'est de questionner la cause-effet. Cette situation me met dans cet état. Comment est-ce que je fais cette liaison? Comment est-ce que, naturellement, avec des précautions de langage, hein, ce que je fais ici, c'est un grand raccourci, mais comment est-ce que cette situation me met dans cet état? Comment est-ce qu'elle me touche? Où me touche-t-elle? Et là, on est en train de passer de simplement l'expression de l'émotion à la prise de conscience du processus. Et on est dans le cognitif. Ça, c'est une des étapes. Mais donc, oui, je suis PNListe, donc je suis très intéressé par les processus internes, hein, par nos manières de penser et d'organiser nos processus internes. Ça, sans oublier à aucun moment les états internes et le comportement externe. Mais tu vois, le terme de stress, il peut couvrir tellement de réalités intimes. C'est pour ça que ça peut être intéressant de questionner de quelle nature il est. Oui, plutôt que de penser que c'est un état de crise bas pour certaines personnes, cet état de stress, il s'est exprimé par une hyperactivité. Et ça pouvait sembler de l'extérieur une manière de résoudre par le comportement, parce que on n'était pas passé par le processus interne. Voilà, c'était juste une manière de regarder l'index de conscience en se disant que certes, il y a une voie d'accès par les stratégies, mais c'est pas la première, à mon avis, qui se manifeste lors d'une crise. C'est pour ça comment on y arrive, comment on l'observe, comment on va demander à la personne ce qui s'exprime chez elle. La prise de conscience, elle sera à cet endroit-là. Voilà, c'était. C'est l'impression que j'ai eue en écoutant, mais ça n'est que mon impression. Très bien. Limitée par ma perception. Si vous le voulez bien, on va remercier les deux conférenciers brillantes. Hein, oui, merci. Pour votre présentation. Bravo, super. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Hein. Merci.